5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Les plantes invasives, on en parle. Ces espèces exotiques envahissantes que les humains ont déplacées sur la planète, notamment via le commerce international, sont l'un des principaux facteurs de l'effondrement de la biodiversité. Cette biodiversité, justement, essentielle, capitale à la santé humaine et à de nombreuses activités comme l'agriculture. Ces plantes se déplacent accrochées aux coques des bateaux, dans les valises des voyageurs, par les réseaux de trafic internationaux ou bien pullulent en raison de pollution ou de réchauffement planétaire. Le phénomène est tel aujourd'hui qu'il met en péril des services essentiels que nous rend la nature. Comment y mettre un frein et limiter les dégâts chez nous? La question donc est au cœur du présent forum de discussion. Puis elle coule encore sans s'arrêter, comme si elle était illimitée. L'eau des nappes aquifères comme Haïti Souta par exemple, les populations y voient donc une manne, mais pour le moment, personne n'a fait encore une source d'opportunité. Comment optimiser cette source naturelle d'eau? Bien sûr, on va pouvoir en parler avec autour de la table William Apollinaire qui est resté avec moi, rejoint par Hubert Clotoy, il est le directeur exécutif de Sonayon ONG. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Alors c'est moi. Juste à côté de lui, Monsieur Baudrenou, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est le journaliste. José Baudrenou, vous êtes donc le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, le directeur exécutif assis côte à côte. Donc voilà, ils vont exécuter le débat avec nous sur 5 sur 7. Maintenant, on sera rejoint tout à l'heure, bien sûr, par Patrice Sabot, qu'on ne présente plus. Messieurs, on va pouvoir parler d'abord et avant tout donc, du premier jeu de ces plantes envahissantes. Et on va bien prendre l'avis de M. Clotoy sur la question, puisque j'avais cru comprendre que vous veniez quand même d'un milieu où ces plantes-là prolifèrent abondamment. Vous venez de Granville, c'est bien cela? Exactement. Et vous faites face à l'invasion de ces plantes dans votre communauté, dans votre région. Oui, c'est bien ça. Cette plante, la jacinthe d'eau, oui, elle existe véritablement chez nous ici au Bénin. Elle serait introduite au Bénin selon les uns par les bateaux négriers venus de l'Amérique du Sud, et pour les autres, ce sont les colons qui l'ont importé au Bénin. Une chose est claire, cette plante-là existe aujourd'hui et contribue dangereusement à la dégradation de l'écosystème aquatique. Vous allez dans les zones aquatiques en général, les zones lacustres, vous allez dans la commune de Souava aujourd'hui, vous allez voir que ces plantes-là, cette plante existe, surtout pendant la période de crue où l'eau est douce, ce qui est favorable à sa multiplication. La plante est là et cause des dégâts. C'est vrai, nous on transforme ces difficultés-là en opportunités. Peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Mais justement, pendant que vous n'avez pas encore eu l'idée, d'accord, de transformer cette jacinthe d'eau-là en divers objets décoratifs, comment est-ce que vous appréhendiez alors cette menace-là? Il faut dire que c'est difficile pour nous qui vivons sur l'eau. Nous n'avons pas autre alternative. Nous sommes sur l'eau en permanence. Et lorsque ces plantes-là arrivent pendant la période de crue, nous avons de sérieuses difficultés, surtout les femmes qui doivent faire leurs activités génératrices de revenus, et même les hommes qui doivent aller à la pêche. C'est-à-dire que ça devient une difficulté pour tout le monde. Et donc, on essaie de gérer, on reste dedans comme ça, on n'a pas autre chose à faire, on fait avec. D'accord, voilà. Faire avec qui fait donc allusion à la résilience. William Apollinaire mais avant, bonjour M. Sabot. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin.
Vous êtes revenu avec la tête des éléphants? Bien sûr, bien la sûr. Tête. Bien sûr, la tête. On va vous attraper. Hein? Vous avez sans la défense. Vous avez trophée intouchable. Merci de nous rejoindre, M. Sabo. Merci. Alors, William Tchoki, justement, c'est une plante au départ qui est une plante ornementale. Donc, la jacinthe d'eau, par exemple, qui prolifère vraiment par ici, parce que quand on parle de ces plantes envahissantes, la jacinthe d'eau n'est pas la seule, mais c'est celle qu'on rencontre le plus dans nos plans d'eau. C'était une plante ornementale à la base. Au départ, c'était une plante ornementale. D'abord, quand ça fleurit, vous voyez bien sûr la couleur violette que cela donne, c'est bien joli à voir. Mais quand cela envahit tout l'espace aquatique, le déplacement est souvent pénible, sinon coincé. Les pêcheurs, pendant ces périodes de prolifération de ces plantes, ces jacinthes d'eau, ils ne peuvent plus circuler, ils ne peuvent plus mener leur activité de pêche. Et cela parfois même asphyxie même les poissons qui sont en dessous, parce que sans d'oxygène, ces poissons ne peuvent pas respirer correctement. Donc par conséquent, ces plantes, à un moment donné, constituent un danger. Mais il faut expliquer ceci. Ces plantes souvent prolifèrent sur ces plans d'eau parce que nos plans d'eau deviennent de plus en plus sales. Plus on sent que ces eaux sont polluées, plus ces plants se développent. Donc quelque part aussi, c'est des éléments qui montrent que nos plans d'eau deviennent de plus en plus sales quand on sent que ces plants deviennent encore plus nombreux sur nos plans d'eau. Donc quelque part, c'est des éléments pour indiquer la propreté ou non de nos plans d'eau, même si à des moments donnés, les gens aujourd'hui ont trouvé la solution de les transformer en objets d'art, mais au même moment, c'est aussi un danger pour les ressources halieutiques. Alors, monsieur Boudjranou, pour vous donc qui êtes amené justement à travailler avec les populations locales, certes vous êtes plus avec, vous travaillez plus sur la côte, je ne sais pas si vous travaillez dans les eaux continentales. Il y a aussi du milieu où on trouve ces plants. Bien sûr, donc vous travaillez aussi dans les eaux continentales où on trouve généralement ces plantes. Est-ce que les populations s'en plaignent? Oui, bon, je crois qu'on ne voit que le danger. Il a dit, souvent les gens n'abordent pas ça. On trouve toujours que c'est dangereux, ces plantes créent plus de problèmes, tout le monde voit. Votre question, est-ce que les populations s'en plaignent? Je crois que si on était plus informé, on allait vous amener des témoignages de ces populations. Surtout, comme il a dit tout à l'heure, pendant la période début de crue et autres, quand vous voyez que ces plantes-là descendent du nord du fleuve vers le sud, c'est-à-dire ça circule. Quand vous allez dans la zone de Kheti, de Kessounou, d'Agégué, vous voyez, ça couvre totalement le plan d'eau. Le premier problème que ça pose pour les populations, c'est d'abord la circulation. Parce qu'eux ne prennent pas des médians là-bas. Ils sont sur l'eau. Ils ont de petites bacs. Et pour se déplacer sur le plan d'eau, c'est un grand problème pour eux. C'est pénible. Nous avons eu des témoignages il y a une dizaine d'années où les gens disent, quelquefois, on est obligé de dormir même sur l'eau. Parce que tu as une petite bac, les plantes couvrent partout. Parce que ce n'est pas des plantes qui viennent pousser en quelques secondes. Ça a poussé, ça a pris de la taille, mais ça circule. C'est ça qui est encore dangereux. Et ça vient boucher le cours d'eau. Ce n'est pas juste un canal, c'est toute la surface. Et nous avons eu des images où les gens sont obligés d'enlever avec la main juste pour circuler. Et c'est difficile pour eux. Et le témoignage disait, surtout quand tu es du retour du champ, où tu es déjà très fatigué et tu as faim, c'est en ce moment-là que tu dois te confronter. Et quelquefois, on dort même sur le plan d'eau à cause de ça. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux pour ces populations. Mais ce qu'on n'aborde pas, et il a abordé, continuer à polluer le plan d'eau. Il y a naturellement, même si c'est des plantes qui ont été importées par Mégade et autres, naturellement, il y a des choses qui sont prévues par celui qui a créé son monde pour vous accompagner dans le dépolluement. Parce que, c'est dit, ces plantes, vous savez qu'ailleurs on cultive la jacinthe d'eau. On va y revenir dans les solutions, mais c'est que ces plantes pullulent là où c'est pollué. Ça permet de désintoxiquer un peu l'eau. Mais qui a pollué l'eau?
Ce n'est pas seulement le fait qu'on utilise des produits chimiques en amont et tout doit circuler dedans. Le fait où, dans nos villages lacustres, tout se fait dans l'eau. Mais qui lave l'eau? Avec quoi on lave l'eau? Elle se lave. L'eau se lave. Ça veut dire que ces plantes sont aussi positives pour notre écosystème. Alors, M. Sakon, on parle quand même là d'un milieu où les populations, ma foi, manquent presque de tout, même des outils d'assainissement de base. Donc, obligés parfois donc, de tout faire avec l'eau, parce qu'ils vivent dans l'eau, avec l'eau, et sont obligés de tout faire dans l'eau. Comment, s'ils n'ont pas évidemment de possibilités, ils ne vont pas s'inventer quand même ces ouvrages d'assainissement de base? Oui, c'est pour cela qu'on parle moi, la semaine dernière, on a parlé de problème. Si vous ne sentez pas que vous avez un problème, vous n'imaginez même pas des pistes de solution. Ça veut dire qu'on n'a pas vu que ce problème et cette plante est un problème pour les populations. On dit, tant pis pour elle. Elle n'a qu'à se débrouiller. Alors que si on veut prendre, je prends Soava par exemple, si on veut prendre Soava comme une cité de tourisme pour que les gens nous respectent, normalement, on devrait mettre des infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Parce que là-bas, c'est des êtres humains aussi. Comme on le fait en ville, il faut le faire également là-bas pour que vraiment elles se sentent à l'aise et que l'écosystème également en profite. Donc ce n'est pas leur problème. Ils sont obligés de rester comme ça. C'est leur mode de vie qui l'exige. Mais nous, ayant le regard, je parle des autorités communales qui ont vu que nous avons des gens là, on ne fera pas la même, on n'aura pas la même attitude dans les centres de santé de la localité. Je ne pense pas. On est obligé d'aller mettre ces facilités de d'assainissement et de leur dire voici ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, l'écosystème apprend un coup, vous aussi, votre santé, tout ça. Donc c'est pas le problème exclusif des populations. Donc l'autorité doit prendre ses responsabilités. C'est ce à quoi on n'assiste pas ici. Et c'est ce qui est regrettable. Il faut le dire, quoi. Et ensuite, si les gens vont déposer, on a des sociétés d'assainissement dans notre pays qui vont déposer directement leurs déchets collectés pour lesquels les gens payent de l'argent là. Et ils vont déposer directement dans ces écosystèmes-là, au su et au vu de tout le monde. C'est ça aussi. Ça veut dire que même si les populations respectaient, on mettait les infrastructures d'hygiène d'assainissement au niveau des populations pour leur santé, pour protéger. Nous avons des sociétés aussi, ici. Tout le monde connaît les noms, on n'a pas besoin de citer ici. Et ça continue encore ici, aujourd'hui. Donc, les tas d'ordures que nous avons, on va à Tokpa, regardez ça. Tout le monde regarde ça. Et tous les jours, on déverse encore dedans. C'est des comportements qui ne regardent personne. À Tokpa, quand même, il a une radio. Moi, je dis toujours, la radio, c'est à quoi? La radio, c'est à sensibiliser, à informer, à donner des choses. Même si vous allez à Tokpa aujourd'hui, tout le monde sait, les toilettes qu'ils ont mises dans le marché de Tokpa, là, répondent à quoi? À rien. C'est fermé. Et des gens ne peuvent même pas y aller. Si dans ces conditions, tu ne peux pas y aller, tu prends ton sachet, tu fais tes choses et tu lances par la fenêtre et ça va là-bas. On va revenir dans une prochaine émission, si vous permettez, sur les ouvrages d'assainissement de base, notamment les toilettes qui sont presque un luxe dans notre communauté, même dans l'administration, qu'elle soit publique ou privée. Les toilettes sont systématiquement fermées et chacun a sa clé. À croire que les toilettes ne sont pas pour les usagers de cet espace donné. Donc on va revenir sur ce débat-là, je propose. Et que les mairies, c'est le travail des mairies. Les mairies qui sont dans cette zone-là, donc c'est leur travail. Vous pensez que le chef de l'État il est encore là-bas? On y a fait encore des choses. Le chef de l'État va dire je crée agence pour ça. Je ne pense pas. D'accord. Alors, je dois revenir plus par rapport au problème de Jacinto. C'est vrai que souvent quand on explique, il y a souvent des gens qui ne comprennent pas. Je voudrais dire aux gens que dans le milieu, je n'apprends rien à M. Cloutier, il est du milieu. Souvent, ils appellent ça là-bas toblé. Avant. Ça fait toblé, quoi. Ça veut dire que quand. C'est plus maintenant ça, hein. Oui, maintenant c'est tout long. Bon, enfin. Mais ils appellent ça souvent. Ça veut dire que quand ça envahit le plan d'eau, parce que personne ne peut plus circuler, pour elle, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Ça veut dire que le pays est à terre, quoi. À terre. Et l'autre chose, c'est que ces jacintes d'eau aussi abritent des reptiles. Tout à l'heure, M. Boudian l'a dit, quoi. De retour
du champ, quand les gens veulent l'enlever avec la main, parfois il y a des serpents qui sont cachés et puis ça peut vous mordre. Donc il y a tout ceci qui constitue quand même un danger pour la population par rapport à ces plantes envahissantes. Alors, Monsieur Clotoé, pendant que on va dire, vous étiez dans le dur, les populations étaient dans le dur, ne sachant pas quoi faire, évidemment, de cette plante devenue envahissante, devenue emmerdeuse à la limite, vous avez imaginé qu'on peut quand même transformer cela. Il y a une ONG, notamment Jevève, Henri Totin, qui fait aussi du bon boulot. Mais pas oublier les femmes, hein, parce que c'est au départ, il faut le dire les choses, c'est d'abord les femmes. Moi, je connais 2 localités. Vous allez à Sémé, juste avant le pont. Il y avait un projet vraiment là, et des femmes déjà s'organisaient pour transformer ces jachères d'eau en objets d'art et en compost. Absolument. Ensuite, vous allez à Soava, vous allez voir les mêmes groupements qui font les mêmes choses. C'est après que les ONG sont venus, et il y a d'autres entreprises maintenant qui font carrément du compost avec ça. D'accord. Il y en a même qui ont transformé cela pour extraire le pétrole, parce que vous savez souvent quand les bacs circulent sur le plan d'eau, il y en a qui déversent par inattention ces produits pétroliers dans le plan d'eau. Donc ils ont fait la technique, ils ont transformé ces jassins d'eau qui aujourd'hui permet quand même d'extraire ces pétroles déversés dans le plan d'eau. C'est ceux qui sont installés à Soava. Alors racontez-nous un peu comment vous avez flairé la bonne affaire avec, on va dire, la Jacinto. Merci, monsieur le journaliste. Si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse sur la pollution de l'eau, ce qui favorise le développement de la Jacinthe d'eau. Monsieur Sabo l'a abordé tout à l'heure, c'est une question vraiment cruciale. Il faudrait que nos autorités puissent véritablement réfléchir à ça. Nous qui sommes dans les zones lacustres, nous n'avons pas d'alternative. On fait tout dans l'eau. Ce n'est pas comme Cotonou ailleurs où il y a un ouvrage d'assainissement quelque part. Et donc dans ces conditions, quand est-ce que nous allons sortir de cette situation? Et donc on peut réfléchir et trouver des solutions. Parce que tant que l'eau est polluée là, c'est que la jacinthe d'eau, quoi qu'on dise, va continuer à proliférer. Et lorsque ça meurt à la décrue, l'eau devient un peu saumâtre, l'eau devient plus salée et ces plantes-là meurent, tombent au fond de l'eau et comblent les fonds aquatiques. Et ça rend l'eau anoxique, c'est-à-dire l'eau devient pauvre en oxygène. William le disait tout à l'heure, les espèces halieutiques, les poissons ont besoin de cet oxygène-là pour leur survie. Donc vous voyez que nous avons encore du pain sur la planche. Revenant à votre question, je disais tout à l'heure que nous avons transformé cette difficulté en opportunité. Les femmes, nous avons des groupements de femmes que nous formons et elles arrivent à transformer ces jassins d'eau. Elles vont prendre les tiges des jassins d'eau, elles traitent, elles sèchent et à un moment donné, elles vont prendre les tiges pour les tresser et fabriquer sacs, ça peut être de chapeaux, autres protèges, bouteilles et autres, des nattes et beaucoup d'autres choses. Et donc nous avons fait en sorte que quelques femmes aujourd'hui se trouvent, c'est-à-dire s'autonomisent à partir de cette activité et contribuent, ce qui contribue à la scolarisation de leurs enfants. Vous savez encore, voilà une autre difficulté chez nous, l'accès à l'école, ce n'est pas chose facile. Il ne suffit pas de dire que je vais à l'école pour aller à l'école, parce qu'il faut se déplacer. Sur l'eau, si vous n'avez pas une pirogue, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer. Et donc ces femmes-là aujourd'hui travaillent ces plantes-là, cette plante-là, et arrivent à fabriquer des objets d'art. C'est vrai que l'écoulement des produits continue d'être un problème véritable pour elles. Mais il faut ajouter quand même que c'est pas seulement ces objets non, c'est pas seulement ça. Elles fabriquent également des sacs scolaires. C'est-à-dire dans le milieu, dans nos mairies, il y a des choses à faire. Il faut réfléchir aux solutions de proximité. Il faut réfléchir sur les opportunités dont on dispose. Les enfants peuvent dire, les enfants de Soava, les enfants des zones lacustres peuvent aller à l'école avec ces sacs-là. Et ça fait moins de dépenses pour les parents.
Et c'est un modèle que les gens peuvent copier. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas voir ce qui est bien à côté de nous? Nous avons la ressource, on a les ressources humaines, nous avons la ressource elle-même, et à côté, ça n'a pas besoin d'usine, ni de gasoil, ni d'essence, ni d'aucune autre technologie que la technologie artisanale des populations qui sont à côté. Mais on refuse ça pour aller acheter des sacs du pays dont vous savez, on amène les nylons dans l'eau. C'est pas possible. Moi j'en ai vu à la mairie même de Semepodi, où le premier maire de Semepodi, comment on l'appelle maintenant, Mathias Béga, a organisé les femmes, a organisé les femmes, leur a donné des espaces et de l'importance et a accepté le projet. Mais pourquoi ne pouvons pas nous réfléchir? Les PDC ont des problèmes. Il faut régler ça. D'accord, très bien. Alors, José Adossou Bouzkrenou, c'est déjà bien que les populations aient pensé à recycler cette jacinthe d'eau là pour en faire aujourd'hui une source d'opportunité, une source de revenus. Oui, mais il faut que, comme il l'a dit, il faut que des politiques suivent. Si on décrète par exemple à la mairie pour dire voilà des femmes qui font telle chose pour valoriser la jacinthe d'eau, qui est un problème chez nous, nous décrétons que cette année, les enfants chez nous vont porter ces sacs. Ça fait opportunité pour les femmes d'en produire plus parce que la matière première est là, mais ça fait opportunité pour les ONG d'avoir des financements. Parce que des gens qui veulent apporter des sacs en nylon et des cahiers, des trucs qui sont venus distribuer dans la zone, ça se fait tous les ans. Même les maires, les élus locaux vont acheter tous ces trucs-là à Topa. Mais pourquoi les élus locaux ne peuvent pas mettre l'argent au niveau de l'ONG pour dire fabriquer plus? Et là, vous voyez, on peut avoir les meilleures idées, faire des choses au niveau local. Si vous n'avez pas le soutien politique, vous allez travailler longtemps. Longtemps. Et continuer à trouver que ces problèmes, alors que des solutions existent. Je crois qu'il y a des possibilités dans le milieu. Il faut que nos autorités accompagnent ces ONG qui font le travail et ça peut aller. Mais j'ai entendu, il y a trois choses. D'accord. Il y a les objets d'art à partir de la jacinthe d'eau. La question que je me pose, quel est le marché? Je crois qu'on est en train de proposer des solutions. Mais il y a du travail à faire. Deux, la jacinthe d'eau est beaucoup utilisée pour faire du compost. Comment le ministère de l'Agriculture peut valoriser ce compost pour remplacer un peu. Vous savez, les débats se font au niveau international aujourd'hui, l'agroécologie. Comment on ne peut pas, une politique ne peut pas dire, voilà, nous avons ceci, nous donnons priorité, nous donnons les moyens pour que les gens puissent transformer, qu'on puisse commencer déjà par utiliser dans le jardinage à côté et vous allez voir que ça va se développer, ça va aider à créer des emplois. 3, il a donné le cas tout à l'heure. Il y a des entreprises qui transforment ça en fibre pour utiliser, pour dépolluer. C'est-à-dire pour absorber du carburant sur les plans d'eau et autres. Mais il y a autre chose. Dans ce cas, je vous invite, je demande que nous ayons la possibilité de revenir dessus. Toi, tu n'as pas amené le gel ici. On ne m'a pas dit qu'il y a jacinthe d'eau ce matin. C'est pour rappeler un peu ce que faisait Dame Feu Amenga oui. Voilà. C'est dit qu'il faudrait qu'on revienne sur le plateau. Un liquide qui sert à faire du feu. Le biocarburant. Le biocarburant à travers la à base de la jacinthe d'eau. Et ça fait 12 ans que Feu à Claudia, ça fait Rio plus 20 en 2012 que ça a été ramené au Bénin. Mais les Béninois préfèrent faire les recherches. Ils sont en train de voir si le pétrole qu'on a trouvé sous terre au Bénin, si ça va donner de l'essence pour les motos. La jacinthe d'eau, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qu'on cultive la jacinthe d'eau? C'est-à-dire ce qui est problème pour nous est solution dans le débat du changement climatique. Solution. Au Nigeria, on cultive la jacinthe d'eau pour produire du gel qui est en promotion. Avec ce gel, c'est pour ça que je demande la permission, si l'occasion se donne, on va mettre on va amener le réchaud sur votre plateau et vous allez voir qu'on peut faire notre thé, notre café en direct avec du feu produit par la jacinthe d'eau. Sans fumer. Sans fumer. Ce que je vous dis, c'est déjà promu. On va ramener ce débat là justement par rapport à la jacinthe d'eau, tout ce qu'on peut tirer pour en faire des produits dérivés. Et je vous dis, c'est déjà en promotion. Ça fait 12 ans que nous le savons. Il faut combien d'années
pour faire comprendre aux Béninois des opportunités, il faut les exploiter. On ne l'a pas dit en vase clos. Oui, Nous ça se avons- montre partout. Non, on a invité le ministre. Oui. Le ministre a fait vraiment beaucoup d'éloges d'éloges sur le corps. Le cadavre de Claudia. Il a fait des promesses. Dans sa maison. Lors de la signature il a du fait livre de Il condoléances. nous a invités dans son bureau. On a parlé de ça. Il est parti sans rien faire. Aujourd'hui, ceux qui ont pris, on ne sait pas ce qu'ils font avec ce projet-là. Le projet est dans leurs mains. Ici, au Bénin, c'est encore tout de suite là. Mais on ne sait pas ce qu'ils en font. C'est-à-dire que la matière première existe. Le Nigeria, c'est à côté. Nous pouvons aller tricher, aller leur demander, solliciter leur expertise pour commencer seulement quelque chose. On le fait. Le Bénin, c'est quel pays ça? C'est un bon pays. Non, en fait, ce que je veux aussi ajouter, il y avait une société qui aussi est installée à Soava, qui transformait les jassins d'eau en compost. Oui. Tout à l'heure, je disais même qu'ils ont fait des trucs où on peut dépolluer l'eau. Je ne sais même pas si la société est toujours là. Voilà, on avait fait un reportage dans le temps avec eux. Quand vous allez à Emmaüs, quand vous allez à Songhai, c'est utilisé depuis très longtemps pour faire du biogaz, c'est utilisé pour quand même faire de compost et utiliser sur place. Ça veut dire que c'est connu. Tout à l'heure, il disait que nous sommes sur l'eau, nous faisons tout dans l'eau. Je sais qu'il y a le projet Réinventer Gavier. Ouais. On était partis ensemble avec Dominique Larèche de TV5, avec vous, on a fait le tour. Ou même, vous savez, ce qui est intéressant, quand ces blancs viennent sur nous, ils ont du plaisir à acheter ces objets d'art. Ouais. Mais nous-mêmes, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas encourager nos compatriotes à acheter ne serait-ce un seul objet, ne serait-ce un chapeau. Je me rappelle, elle a déboursé, je crois que c'était 20 000 francs, non, mais elle a dit 15 000 francs. Elle a dit, ok. Elle n'a pas acheté, elle a dit, je remets ça aux dames pour qu'elles puissent fabriquer, pour qu'après elles fabriquent des chapeaux. Et j'ai dit, mais c'est des idées très géniales. Et j'ai dit, c'est peut-être parce qu'on côtoie ces objets-là au quotidien, peut-être parce qu'on les voit au quotidien. Non, c'est pas ça. Mais on l'a pas sur nous, justement. Vous savez, il y a Kofi Olomide qui était de passage sur ce plateau ici dans le journal de 20h, qui disait, je cite, ceux qui habitent dans la même rue que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ils ne se rendent pas compte forcément de qui ils sont parce qu'ils ont l'opportunité de les voir tous les jours. Mais ceux qui sont à l'extérieur et qui ne les connaissent, qui n'ont pas l'opportunité de les côtoyer, de les toucher ou même de les rencontrer dans la rue, ils se rendent compte de qui ils sont parce que justement ils n'en ont pas l'opportunité. C'est peut-être le fait d'être au contact de ces personnes-là au quotidien, de les voir dans notre environnement immédiat, c'est peut-être ça qui tue notre perception qu'on a du génie qui a. Justement, combien sommes-nous à avoir pris la décision de dire ok, je vais sur l'eau, genre en tourisme au Bénin. On n'est pas nombreux. Après cette décision pour dire ok, voilà, aujourd'hui là, je prends la décision d'aller sur l'eau, d'aller voir tout ce que nous avons comme richesse sur l'eau. On ne le fait pas. Et si nous allons, combien achetons des objets d'art chez ces dames-là? Alors c'est pour revenir par rapport au projet et Réinventer Gambier. J'ai vu qu'il y a des hangars qui sont construits. C'est bien beau. Mais que les gens m'excusent du peu, mais j'ai comme l'impression que les choses ne bougent pas comme cela se doit pour qu'on puisse voir vraiment ce que demande à faire le projet Réinventer Gambier. Parce que sur papier, c'est bien beau, mais j'aurais voulu qu'on aille un peu plus pour qu'on montre un peu toute cette potentialité. Parce que je sais que les Togolais vendent beaucoup plus Gambier que nous, Béninois. Tu vas à Takpamé, on dit Gambier, c'est au Togo. À Takpamé. C'est-à-dire que parfois les gens peuvent prendre l'avion, descendre d'abord à Lomé et venir par ici. Alors que nous aussi, on peut vendre vraiment ces milieux-là pour gagner pour le tourisme béninois. Pour vendre, la solution est claire. Il faudrait que nous puissions donner exemple nous-mêmes. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais combien sont ces autorités-là, excusez-moi, qui viennent visiter Gambier et Gambier lui-même. Donc, quand vous-même, vous ne donnez pas un bon exemple, comment vous voulez que les autres suivent? Moi, j'ai des amis togolais, effectivement, ils disent que Gambier, c'est au Togo. Les gens viennent là-bas, c'est de là-bas maintenant qu'ils les convoient à Cotonou. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut d'abord la volonté politique pour accompagner. Monsieur Sabo parlait tout à l'heure de ça. Pourquoi? Non, je crois que la volonté politique, hier, le chef de l'État l'a dit, je veux le faire. Bon, ok, maintenant le reste, c'est que
les cadres en bas puissent vraiment faire le travail pour qu'on sente que les lignes bougent en bas. J'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce qu'avec la force de production de ces femmes ou de toutes ces personnes-là qui sont dans la transformation de la jacinthe d'eau, est-ce que cela permet de transformer évidemment toute la jacinthe qu'il y a dans votre localité, où il y en a qui restent non transformées? Non, ça c'est impossible. Il y en a en quantité non utilisée. Un seul pied déposé quelque part dans l'eau, là, se multiplie 2 semaines après, envahit, colonise toute la surface de l'eau. Donc, les femmes là prennent juste une partie et le reste est là. Je disais tout à l'heure, à la décrue, lorsque l'eau devient salée, le reste meurt. Vous allez maintenant et ça tombe au fond de l'eau. Ça comble. C'est tout ça là qui comble les fonds aquatiques. Vous savez, il y a des endroits dans le lac Nogo qui faisaient il y a 15-20 ans 2 mètres de profondeur. Aujourd'hui, c'est à peine 90 cm de profondeur. Et donc, nous allons où? Donc, il faudrait que nous puissions trouver une solution pour que ces plantes-là ne se multiplient pas. Et la solution, c'est d'éviter de polluer l'eau. Et pour ne pas polluer l'eau, il faudrait qu'on trouve des ouvrages d'assainissement pour que les populations lacustres ne fassent plus tout dans cette eau-là. C'est toute la solution. Mais quand on fait tout dans l'eau, c'est qu'il n'y a rien à faire. L'eau est polluée, la jacinthe d'eau, 1 pied, 2 pieds qui arrivent là, quelques jours après, ils multiplient, colonisent toute la surface de l'eau. Donc c'est ça. Il faudrait éviter de polluer l'eau. Voilà. William parlait tout à l'heure, tout à l'heure du projet Réinventer Gambie. Oui, c'est un projet que nous avons apprécié, vraiment, nous continuons d'apprécier. Il faudrait que le volet assainissement soit vraiment pris en compte. Parce qu'il ne sert à rien de mettre des infrastructures en place dans un espace pollué. Je ne voulais pas sortir le mot, quoi. Donc, il faut assainir le milieu. Moi, je dis que le projet là, c'est mon avis personnel, n'a pas été pris par le bon bout. Le bon bout, c'est d'abord assainir le milieu. Il y a un volet assainissement. Il y a un volet assainissement dans le projet. Bon, en tout cas, le volet assainissement, faisons très vite pour que nous ayons ce volet-là. Sinon, la pollution continue. Allez, messieurs, on va fermer ce chapitre lié donc à la jacinthe d'eau et ouvrir. Il faut, avant de finir, je fais un appel pour dire, si les maires sont d'accord que le chef de l'État fait quelque chose pour le développement des communes, en récompense, il n'a qu'à faire quelque chose pour montrer que nous méritons ce chef d'État-là. C'est-à-dire la sensibilisation. Si un maire sort aujourd'hui dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Dans une journée, quel est son programme pour aller parler à ces populations? Dans les marchés, j'ai vu un seul maire le faire parce que je l'ai accompagné un jour dans le marché. C'est le maire du Koufou, là. Lequel? À Megbedji, non? Non, Megbedji. Non, c'est Megbedji. L'ancien préfet du Koufou. Christophe Megbedji. Il se met devant l'équipe qui collecte les impôts. Il va d'étalage en étalage et il les supplie pour dire, même si c'est 25 francs donnés, c'est pour le développement de votre commune. Il a fait, on l'a vu, sur le plan environnement, on l'a vu faire. Il était le meilleur des maires en matière de protection de l'environnement. C'est un exemple. Ça veut dire que les maires n'ont qu'à faire un programme pour dire, je vais vers où se trouvent les problèmes dans ma commune et je parle avec eux. Communication. C'est ce que Ouad a fait. Ouad n'a pas donné beaucoup d'argent. Ouad a vendu le verbe aux Sénégalais. Et les gens l'ont cru. C'est ça, Gorée. Il n'y a rien à Gorée. Il a mis un homme qui parle. L'homme te parle. Et debout là, tu es hypnotisé. Tu ne peux pas bouger. Il te raconte l'histoire de ton Afrique et tu es perdu. Et ça te donne envie de repartir encore toujours. Ici, on n'a pas des hommes comme ça, quoi. Mais ils sont payés pour des postes. Pas pour le travail qu'ils font, mais pour des postes. Je suis désolé, ce n'est pas bien. C'est entendu, monsieur Sabo. Allez, on va venir ici chaque matin parler de ça. C'est entendu, monsieur Sabo. Votre indignation est entendue. Allez, on va vous permettre de voir ces images. Regardez ces images d'eau qui coule encore et toujours sans jamais s'arrêter, comme si c'était illimité. Vous allez le voir sur ces images, bien
bien évidemment, ces images d'eau qui coulent à volonté, hein, à volo, à foison. Hein. Comme si ça ne va jamais s'arrêter, on en fait ce qu'on veut. Bien sûr, on vient chercher à temps et à contre-temps. Alors, messieurs, ce sont des sources d'eau. Monsieur Boudiano qui nous a envoyé ces images. Oui, ces images tournées par une loge de nature tropicale, ouais. Bien sûr. Et on voit le sage coup de Nouko, hein, donc de Kheti Sota qui parle donc de cette eau-là. Alors, monsieur Boudiano, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une eau naturelle, elle vient d'où et pourquoi elle se retrouve à couler à volo? Voilà. Il faut que nos téléspectateurs constatent que ce que nous voyons là, de l'eau sortie du sous-sol et sans pompe, avec cette pression qui amène l'eau jusqu'à 9 mètres de hauteur. Ça coule ainsi depuis 1956. Ça fait 68 ans. Ça, c'est un. La particularité, c'est que cette eau peut servir à faire eba. Je crois que les Béninois connaissent ce qu'on appelle eba. L'eau, elle sort chaude. L'eau sort chaude. Ça sort, c'est dit que aucun Béninois ne peut prendre cette eau dans la main et tenir. Et tenir pendant 30 secondes. Vous ne pouvez pas. C'est de l'eau vraiment chaude. Mais ça sort depuis 1956. Et c'est connu, hein, là, le jour où c'est sorti là. Je crois que c'est le 4, selon les sages, témoins de cela, c'est le 4 juillet 1956. À 83 degrés. À 83 degrés en ce moment-là. Ça veut dire, ça s'est passé comment, selon les informations reçues sur le terrain, ce sont les explorateurs, les colons, je dirais les colons, qui faisaient des forages, des explorations. Non, c'est pas nécessairement pour rechercher de l'eau, peut-être pour voir s'il y a des possibilités de trouver des mines et autres. C'est en faisant ces forages, ça a été réalisé à plusieurs endroits dans la vallée de l'Ouébé, et c'est en faisant ces forages, sont tombés sur cette source et l'eau a giclé. Et de l'eau chaude. De 450 mètres. De 450 mètres de profondeur, cette eau est sortie. Et depuis ce temps, cette eau-là gicle. Et il y a un dispositif qui a été mis en place par les explorateurs en ce moment pour canaliser un peu l'eau. Et après un certain temps, je crois, selon les informations, en 92, c'est-à-dire en 1992, et un partenaire a vu qu'il faut faire quelque chose, a fait un château, a aidé à drainer l'eau dans certains quartiers, dans des ménages, et dans le centre de santé, dans l'école et autres, et là, l'eau est utilisée localement. Entre-temps, tout le dispositif était gâté et en 2021, je crois que la mairie a pu mettre en place ce dispositif qui permet d'assainir un peu l'endroit, mais l'eau continue à couler ainsi 24 heures sur 24. Sans plus aller dans les ménages. Et quand vous venez pendant la période de crue, l'eau monte jusqu'à... Vous voyez le plateau? L'eau monte jusque même sur le plateau. Ça veut dire que pendant la période de crue, vous circulez avec pirogue, mais l'eau continue à gicler comme ça. De l'eau chaude. De l'eau chaude. On ne va pas dire rien n'est fait. Il y a eu beaucoup d'actions. Moi, et vous avez demandé tout à l'heure pour la jacinthe d'eau si on ne reste pas seulement sur le littoral. Non, on travaille dans les zones humides. Et là, cette ressource se retrouve aujourd'hui dans ce que on appelle au Bénin la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouébé, où nous avons beaucoup de ressources biologiques sur lesquelles nous travaillons, dont le lamentin d'Afrique. C'est dans le cadre de nos actions sur le lamentin d'Afrique dans la vallée de l'Ouémé que nous avons vu qu'il y a des choses qui pèsent plus lourd que notre âge et qui sont là et qui ne sont pas exploitées. Et là, nous avons commencé par réfléchir avec les communautés pour voir comment. Mais nous ne sommes pas les premiers. On dit 68 ans que ça coule comme ça. Ça veut dire que ne disons pas que rien n'est fait. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, essayées, politisées,
administrativés, sociétisés. C'est dit que, et avec les communautés, il n'y a pas eu des ententes, malheureusement. C'est regrettable. Même s'il y avait des problèmes et les gens ont dit, commençons ça par ce petit bout en attendant, je crois que tout le monde aurait trouvé des intérêts. Mais malheureusement, ça n'a pas bougé. Alors, vous pouvez dire, moi, j'ai eu la chance quand même de voir à plusieurs reprises ce point où l'eau sort. J'ai même eu la chance d'aller toucher ce truc-là. Je me rappelle, il y a, je crois, 2 ans, j'ai aussi eu la chance de poser cette question au ministre actuel de l'eau, le ministre Sam Seydou Adambi. Et il m'a dit ceci. L'actuel régime aurait décidé de revoir un peu cela pour l'exploiter autrement. Le problème qui s'est posé, il paraît que pour installer l'unité pour la gestion de cette eau qui sort, qui est une ressource naturelle, les gens ont décidé d'installer l'unité qui va exploiter cette eau-là dans un autre village. Parce que là où c'est, il serait impossible d'installer l'unité là. C'est pas impossible. Enfin, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, enfin, l'explication qui m'a donné le ministre. Donc, les villageois de Héti, là où se trouve la source, on dit niet. Parce que la source, c'est chez eux. Donc, on ne peut pas déplacer l'unité qui va peut-être transformer même la mise en bouteille. Ça dépendra de ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a ce petit problème qui est en train de bloquer la chose. Mais il m'a dit qu'ils sont en train de trouver une solution. Alors, l'autre chose que je vais dire, Eman, c'est que j'ai eu la chance de voir quelque chose du genre en Hongrie, à Budapest, où les gens ont démontré que cette eau a tellement de propriétés. On a dit, parce que moi aussi j'ai vu, je me suis lavé dedans, que quand on rentre dedans, les problèmes de musculation, de muscles, les nerfs, que cela guérisse là naturellement. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi sonder ces genres de choses pour voir toutes les propriétés que cette eau-là, chaude, parce que tout à l'heure il a dit, c'est une eau. Moi, je l'ai brûlée non plus. Bon, non pas se brûler, mais les gens quand même savent comment faire pour quand même exploiter cela. Donc je me dis, on peut toujours quand même trouver la solution à cette eau. Si c'est là depuis 56, 68 ans, 68 ans déjà, donc je me dis, ça veut dire que presque tous les régimes sont passés par là et n'ont pu rien faire. Bon, je me dis quelque part, c'est une pète énorme pour notre pays. On peut l'exploiter autrement. Est-ce qu'il peut arriver qu'un matin, Lola cesse de couler? Jamais. Non, je ne crois pas. Si depuis 56 ans. On dit que l'eau est une ressource périssable. Oui, mais c'est sûr. D'abord, on a dit d'abord que la vallée de l'Ouémé, c'est une zone humide. Non, c'est d'abord un cycle. Voilà. On reconnaît que c'est un cycle. Tout ce qui sort ne repart encore. Il nous revient. Après l'évaporation, tout ça, ça va revenir. Mais ici, je reviens toujours à ma préoccupation, vous savez ce qu'on appelle mer morte en Israël. Moi, je suis allé là-bas. On prescrit le bain dans cette mer à des gens qui viennent de partout dans le monde pour venir se soigner. On fait ça. Nous, on est parti faire gratuitement. Ben, des gens ont payé avant nous. Des gens nous ont payé et on est allé là-bas gratuitement. Les gens ont vu mieux que nous. Nous avons fait de la littérature. On a fait de la bibliographie. On a vu qu'aucune eau, jusqu'à présent, notre biographie n'a montré qu'il y a dans le monde une source aussi chaude que celle-là. On n'a pas vu. C'est dans les 33 d'être ici. Ici, au départ, c'est 83. Aujourd'hui, nous sommes à 53. Ça n'existe pas, Mais, on dit, un chef d'État nous a dit ici, un chef d'État est très fort. Après Dieu, c'est lui. Quelles que soient les difficultés qui se trouvent dans cette localité, le gouvernement peut faire quelque chose. Ne serait-ce que d'abord, encourager que les gens aillent voir en guise de tourisme. Donc, il faut faire les voir. C'est la première des choses. Si le ministre dit qu'on va faire, c'est lorsque lui va quitter qu'on va faire. Il dit ça pour que les autres viennent faire à sa place. Ça fait 10 ans. Ça fait là 10 ans que lui il est là. Il n'a pas fait ça. Et il veut que d'autres viennent faire à sa place. Et on se rend de parler comme ça. Non. On peut faire les voies. Nous avons été. On a vu que 2 véhicules ne peuvent pas se. Même en temps normal, il n'y a pas de crue. 2 véhicules ne peuvent pas circuler sur. C'est de la terre. Ça veut dire qu'on peut réfléchir. On a vu des gens déjà faire des ponts dans des zones humides. Des ponts très résistants. On peut le faire. Il n'est pas question de dire on déplace ici parce que nous sommes dans une zone
très politique. Ouais, la vallée. Très politique. Lorsque tu viens de tenir ton discours, un autre vient gâter tout ça. Et tu reprends toujours. Mais l'État est trop fort. L'État a même envoyé des gendarmes qui n'ont pu rien faire. On les a séquestrés. Parce qu'il n'y a pas 2 endroits pour sortir. Lorsque vous êtes rentré là, on vous circoncis comme ça, on fait votre affaire. Ils ont fui. Justement, c'est des problèmes. On vous raconte des choses. Il faut régler justement. Oui, il faut régler. Quand tu ne peux plus sortir, alors là. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. Lorsque vous quittez, vous allez voir le fleuve là-bas. Alors que le temps enclavé. C'est tout, c'est totalement enclavé. Mais on peut faire quelque chose. Il faut désenclaver déjà. Complètement, et c'est possible. C'est sur combien de... Si c'est même pas 2 km. Ça ne fait pas 2 km. C'est pas 2 km. On l'a vu. Ça veut dire que c'est possible de faire quelque chose. D'accord. Donc, nous demandons à notre chef d'État. On va permettre à M. D'accord, oui. C'est la première fois qu'il découvre. Non, j'ai vu, à la télé, mais pas touché. Les doigts. La semaine prochaine, on t'amène. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai 2 préoccupations à ce niveau. L'eau la coule depuis 1956. Je crois que c'est dans le département de Lomé. Bien sûr. À Dango. Khati Sota. Est-ce que toutes les populations de Lomé ont de l'eau potable aujourd'hui? Non. Mais pourtant, cette eau-là coule. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de la volonté politique. Ça ne s'écrit pas sur un papier. Il faut accompagner ça de l'action ou des actions. Donc, pour moi, je suis vraiment gêné que cette ressource-là, nous la perdons comme ça, alors que des populations en ont besoin. L'autre chose, c'est qu'un jour, le journaliste a demandé tout à l'heure si ça peut s'arrêter. À Granvier, nous, on a eu un puits artésien du genre où l'eau coulait. Mais aujourd'hui, c'est à l'aide d'une pompe, voilà, on peut tirer l'eau. La température était à 83, vous avez dit aujourd'hui c'est 53. Ça veut dire qu'un jour, ça va diminuer et s'arrêter, où on aura besoin d'une pompe pour pouvoir ramener l'eau. Donc, il faut travailler à tout ça là. Il faudrait que nous puissions réfléchir, sensibiliser les populations aussi. Les gens de Khati Sota qui ne veulent pas qu'on déplace une unité de production ou une industrie, je ne sais, pour aller installer. Faire la canalisation, quoi. Voilà. Khati Sota, aller dans une autre localité. Donc voilà, on refuse les aménagements. C'est ce que ça veut dire. Oui, on refuse les aménagements. Il faut sensibiliser les populations. Exactement. C'est que les ingénieurs ont vu que c'est. Non, les ingénieurs n'ont rien refusé. Non, mais enfin, je ne pense pas. Que c'est les ingénieurs qui l'ont dit. Laissez-moi vous dire qu'en son temps, il y a des entreprises qui ont reçu les autorisations. Je parle des années quand même 2000, 2002, sinon avant même. Mais 90. Oui, dans les années 90. Qui ont reçu les autorisations pour exploiter normalement. Et pourquoi ils n'ont pas fait? Mais les problèmes politiques sont comme l'exemple que vous avez donné. Les populations disent filles et mon dandéo. Fait un bas d'arrono. Ils m'ont bas d'arrono, filez vous donc danser. Ce n'est pas normal. Maintenant, écoutez. J'aurais voulu qu'on l'explique en français pour que tout le monde puisse comprendre. Non, c'est dit, dans notre tradition, c'est là où le vaudou s'est manifesté, c'est là où on fait ces cérémonies, c'est là où on les installe. On vient. Attends, pourquoi vous n'avez pas dit qu'on vient faire pèlerinage de la grotte mariale à Cotonou? Il faut déplacer la grotte mariale, alors quelque part, les gens ont raison. Maintenant, dit que quand vous allez voir, il y a beaucoup d'investissements à faire pour atteindre le résultat. Maintenant, quand on dit ce n'est pas possible, comme un ministre l'avait dit, ce n'est pas possible. L'État est très fort. Et quand l'État voit que c'est possible de faire, l'État trouve les moyens pour le faire. Les entreprises ont reçu des autorisations pour faire le travail dans les normes, avec les populations. En son temps, j'ai appris, il y avait même ce qu'on appelle le PGS, qu'on discute aujourd'hui, c'est du plan de gestion environnementale, où il est prévu des équipements, des installations en prélude au projet pour les communautés. C'est ce qui a permis de drainer l'eau dans des zones, c'est ce qui a permis même de construire des bâtiments pour des écoles, aménager. L'entreprise a fait tout ça là. Même le château. Et même le château. Tout ça là a été fait gratuitement pour les populations. Mais la politique est venue pour tout mélanger. Cette entreprise a investi plus du milliard, a construit l'usine à Dango,
à quai, C'est là. c'est-à-dire dans le marché. Nous, on a visité. Quand vous voyez que des gens ont eu cette volonté, ils ont fait jusque-là, et on ne les a pas accompagnés. Si on ne les a pas accompagnés, ce n'est pas seulement le problème des communautés. Non, au départ, on avait dit que vous avez reçu toute l'autorisation, mais il reste vraiment l'électricité. Oui. Et En ce temps, la personne, l'entreprise n'a pas eu l'électricité. Il s'est débrouillé pour mettre Un un groupe qui n'est pas, voilà, rentable. qui n'est pas Vous voyez, rentable, il y a c'est ça. déjà eu tout ça là. Maintenant, moi, notre prière, que ce soit politique, communauté ou autre, qu'on mette tout de côté. Vous aurez l'occasion peut-être de jouer ces témoignages. On ira avec vous sur le terrain la semaine prochaine. D'accord. Avec plaisir, Voilà. et vous irez constater. Et nous, l'appel que nous lançons, ce n'est pas seulement aux autorités. D'accord. Nous invitons. Vous voyez, j'ai amené un document. C'est dit, c'est dans nos travaux de recherche sur ceci. En France, il y a plus de 93 points d'eau. Vous savez, la température d'eau qu'on appelle thermale en France, c'est 30 degrés. Le plus fort que j'ai trouvé dans le document, c'est 40 degrés. Alors que nous, on a 53 ici. Vous avez 53. L'homme ne peut pas rentrer dans. Si on met dans un bac, vous ne pouvez pas rentrer dedans Moi, il y a mis ma immédiatement. mère, Vous ne pouvez pas. vous ne pouvez Mais pas. maintenant, les gens ont l'eau à 30 degrés en France. Vous voyez, l'eau à 30 degrés en France, quand la température est à 4 degrés et vous trouvez l'eau à 30 degrés, c'est déjà chaud pour vous. Mais nous avons 53 qui peuvent faire bas. Mais malheureusement, on ne l'a pas valorisé. Mais maintenant, c'est dit qu'il y a ce qu'on appelle le thermalisme. C'est une autre science. C'est dit pour se traiter avec de l'eau. Ça veut dire, on fait du massage, on utilise de l'argile sur le corps en fonction des affections dont souffrent, chroniques, dont souffrent les patients. Il y a des spécialistes qui utilisent simplement l'eau pour le traitement. D'accord. Nous en avons assez ici. Je crois que nous sommes en train de faire des travaux. Nous avons commencé, avant, on a fini avec la bibliographie. Maintenant, nous sommes à la phase de terrain avec les communautés et nous allons voir avec les mairies, avec la mairie, comment nous pouvons commencer par faire de petites actions. On n'est pas contre tout ce qui va venir après, ni qui avait échoué et qui pourrait venir et pour améliorer. Mais nous sommes en train de voir avec ces communautés. Et ça, il faut que l'ORTB ait l'occasion d'aller interviewer et vous allez aider peut-être à faire passer le message. Avec vous la semaine prochaine. Allez, on va prendre l'avis de M. Sabo pour boucler. Non, les femmes vont vous témoigner, les femmes qui viennent d'accoucher. On a construit un bâtiment. Le bâtiment est malheureusement en déconfiture aujourd'hui. Mais lorsque ces femmes accouchent, elles viennent faire leur toilette matinale là, à cause de l'eau. On n'a plus besoin d'aller mettre vraiment de l'eau chaude quelque part pour... Non, c'est là et tout le monde le sait. Donc nous voulons demander, comme toujours, aujourd'hui, la seule personne à qui on peut parler là, c'est le chef de l'État. Et c'est lui qui a le courage de dire, là où tout le monde refuse de faire, moi je m'engage à le faire. C'est pas la seule collaborateur. Non, nous, comme moi je l'ai dit là, on n'a pas élu ses collaborateurs, on n'a pas élu ministre, on n'a pas élu cadre, on a élu un président de la République qui est prêt à faire le job. Donc nous lui disons que ça, comme il est très ancré dans le développement touristique, ça là c'est rare, ça n'existe même pas dans la sous-région, ça n'existe même pas dans le monde, c'est unique au Bénin, ça veut dire que vraiment c'est une source pour accompagner le tourisme dans notre pays. Monsieur Sabo, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, comme toujours, apporter de votre énergie, de votre science et de votre analyse toujours tranchée à cette émission. Merci, monsieur Boudrenou. Merci, monsieur Clotoé. On vous souhaite beaucoup de courage dans la transformation donc, de la Jacendo. Et vivement que vous puissiez trouver preneur pour vos articles que vous fabriquez si brillamment. Merci. C'est moi. On va couvrir le micro avec des trucs. Il n'a qu'à le faire. C'est une manière de faire de promotion. Faites de manière esthétique, on protège le micro avec ça. Tout le monde va voir ça. L'abonné. Voilà. Dans quelques semaines, ça se trouve dans quelques semaines, je serai en cravate Jacento. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est de l'esthétique gratuite. Merci beaucoup. À tout de suite.